Oui, bonjour à tous, bienvenue. Donc, je vais vous faire écouter un témoignage d'un agriculteur et puis derrière, je vais réagir, hein. C'est l'actualité du moment. Il y a beaucoup d'actualités agricoles. Ça bouge toujours, mais je vous fais écouter cet agriculteur et je reprends derrière. À tout de suite. Sans rien faire. Pour moi, c'est une trahison. C'est une trahison parce que là, il est dans une ville qui s'appelle Belém. Moi, je suis dans une ville qui s'appelle Belém et en France, il y a des agriculteurs qui vivent autour de cette ville, qui font vivre cette ville. Et là, on a l'impression qu'il vient nous planter un poignard dans le dos. Parce qu'on comptait sur lui, sur la France, pour porter l'étendard du refus du Mercosur sans qu'il y ait de contraintes miroirs pour que ce que nous on fait, ce qu'on produit, la façon dont on produise, soit aussi celle que font l'Amérique du Sud. Parce que je suis désolé, si on nous dit que simplement il y aura 2-3 douaniers en plus, c'est pas eux qui vont empêcher que des poulets qui sont traités avec des produits qui sont interdits en Europe parce que dangereux pour la santé n'arrivent sur notre territoire. On voit ce qui s'est passé avec les produits chinois, hein. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire ce soir que vous allez effectivement retourner? On voit bien déjà que vous êtes mobilisés sur les images. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs vont reprendre les tracteurs et vont se mobiliser très fortement contre cet accord sur le Mercosur? Là, je suis dans une génération céréalière avec des faibles potentiels. On va avoir une concurrence qui nous est arrivée d'Amérique du Sud. Là, on nous annonce une taxe sur l'azote qui va arriver. Tout ça dans la même semaine. Je pense que je ne sais pas ce que veut faire le président, je ne sais pas ce que veut faire le gouvernement, je ne sais pas ce que veut faire l'Europe, mais en tout cas, ils vont mettre les feux dans la campagne, c'est sûr, hein. On ne va pas rester et voir notre agriculture disparaître sans rien faire. Voilà, donc vous avez entendu, c'est une réaction de cet agriculteur qui est manipulé, comme on a été nombreux à être manipulés depuis des décennies. Malheureusement, il peut manifester et perdre son temps. La clé pour sortir de ce marasme agricole généralisé, européen, mais également mondialisé, elle passera pas par là. Elle passera par deux axes centraux. Le premier, c'est une politique nationale différente de celle qui existe, une politique adossée avec les consommateurs, avec un autre modèle agricole sur la base beaucoup de financement participatif, moins de dépendance au réseau bancaire et au réseau coopératif de l'agroalimentaire, qui sont les partenaires de la FNSEA, de Arnaud Rousseau et des centrales d'achat. Ne vous trompez pas, parce que tout est lié. Donc c'est un autre modèle économique qui repart de la base, qui est en gros, si je veux résumer, pas les AMAP en plus grand, mais un peu ça, des AMAP développés à l'échelon des territoires où on travaille avec les élus qui le souhaitent localement. Tout ce qu'on est capable de faire, on le fait de cette façon-là. Ensuite, la partie internationale, on l'a fait sur la base de la coopération entre les États avec lequel on a des intérêts communs et il existe un certain nombre de pays dans le monde avec lesquels on a des intérêts. On les avait avant, puisque je rappelle que avant qu'on rentre dans l'euro et dans l'Union européenne, la France avait 6000, quelque chose comme 6600 traités, hein, de commerce dans le monde. Donc on n'a pas besoin de décideurs européens, on n'a pas besoin de M. Macron ou Mme von der Leyen pour faire notre commerce. On l'a fait bien avant et on savait comment le faire. Mais pour cela, il faut repartir sur un modèle commerce international basé sur la charte de la Havane, qui est la coopération entre les États avec équilibre de la balance des paiements, charte de la Havane qui découle de la première réunion qui a eu lieu en 46, sitôt après la guerre, qui était la conférence de Londres, où ils ont réuni 56 pays. La conférence de Londres, derrière, s'est déclenchée une seconde réunion qui était la conférence de Genève, et ça s'est conclu à Cuba, c'est pour ça qu'elle s'appelle la charte de la Havane. 56 pays ont décidé de mettre en place l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, hein, qui est à l'opposé du GATT et de l'OMC, donc du libre-échange, qui rapporte au secteur marchand et aux spéculateurs. Je dois vous le redire, même si je me répète. Donc, il rapporte au secteur marchand et aux spéculateurs, hein, depuis ces années-là, hein.
Donc, il rapporte aux géants de la grande distribution, à l'industrie agroalimentaire qui est la FNSEA. Donc, cet agriculteur qui est comme moi quand j'étais jeune, qui est manipulé, il devrait comprendre que la FNSEA tient un double discours, dit qu'il est contre le Mercosur, mais lui, en tant que président, il ne peut pas dire l'inverse, Arnaud Rousseau, puisqu'il a des troupes à tenir sur le terrain pour essayer de conserver ce qu'il peut conserver dans sa centrale syndicale. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas pour. Il n'est pas contre, pardon, parce qu'à travers les structures de l'agroalimentaire, des multinationales, il est présent lui-même sur le continent américain, à travers Avril, à travers Unigrain, à travers Invivo. Il est très bien au courant, et le double jeu, je dirais, ça suffit. Que fait le responsable national des jeunes agriculteurs, ancien responsable national des jeunes agriculteurs, Jérémy De Cercle, qui est avec Nathalie Loiseau dans le groupe Macron à l'Europe. Ils ont placé le numéro 1 des JA dans le groupe aux européennes avec Emmanuel Macron. Et maintenant, il nous ferait croire qu'il a un coup de poignard. Et le rôle du COPA-COGECA, la structure européenne du syndicat FNSEA, la structure des 27 FNSEA en Europe et, le regroupement de toutes les coopératives en Europe, le COGECA. Quelles sont leurs positions? Vous avez été voir les amendements qu'ils ont déposés à l'Europe? Non, allez plutôt voir le lobbying qu'ils font à l'Europe pour que le Mercosur soit signé. Alors après, pour répondre à cet agriculteur qui a témoigné et aux journalistes que j'ai entendus ce soir sur tous les plateaux télé comme d'habitude. Oui, les agriculteurs ont peur du Mercosur car ça va être du commerce déloyal par rapport aux normes. Mais arrêtez de passer à côté du sujet. Le sujet, c'est pas les normes. Les normes, c'est un sujet parmi tant d'autres. Le sujet, c'est le travail des enfants. Le sujet, c'est la réglementation sur les phytosanitaires, les cours d'eau, la qualité de l'eau, la pollution de l'air, les normes, bien sûr, environnementales, mais il n'y a pas que ça, il y a le social. Bon, et donc vous pouvez mettre les mêmes normes, ça ne changera absolument rien du tout. Ce qui s'appelle rien du tout. Puisque comme dans l'industrie, comme par exemple dans l'industrie des panneaux solaires, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne ne peut pas sortir des panneaux solaires au prix des panneaux solaires chinois. Tout comme on ne peut pas produire des canards, du blé, des lapins ou de la viande bovine au prix de ces pays-là. Ce n'est pas comparable. J'ai entendu dans les journalistes ce soir qui disaient qu'effectivement, pour résumer, il y avait un problème de distorsion de concurrence avec l'Amérique du Sud pour les normes et que les exploitations étaient plus grandes chez eux, chez nous, elles étaient trop petites. Écoutez le message codé. Elles sont trop petites. Vous voyez ? Ça s'appelle de l'orientation pour donner le feu vert en double discours à la FNSEA pour qu'il reste moins de 150 000 fermes en France. Il faut faire grossir les fermes. Voilà le message qu'on va vous passer ou qu'on vous passe. Alors, il faudra qu'ils nous montrent, ces gens-là, comment se fait-il que les fermes n'ont pas arrêté de grossir et que les paysans sont autant dans la misère et qu'on est aujourd'hui à 83% des paysans en dessous le SMIC brut. Si l'agrandissement, c'est la solution, le taux d'endettement des paysans, la rentabilité, le retour sur investissement doit s'améliorer puisqu'on diminue le nombre d'exploitations. On était trop nombreux, c'est le discours qui tient. Si on était trop nombreux, ça doit aller mieux quand on va être moins nombreux. C'est l'inverse. Voilà. Donc, la désinformation continue. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Le cœur du réacteur, c'est le modèle économique. Bien avant même celui de la monnaie. La monnaie accompagne le modèle économique. Mais si le modèle économique, il reste comme il est là, néolibéral, sur la base du libre-échange, il ne fonctionnera pas. Alors que la coopération entre les États, je ne suis pas le seul à le dire, des souverainistes de droite et de gauche le disent. Ce qui va de Dupont-Aignan à plein le disent, ce que je dis là depuis des années. La souveraineté entre les États, c'est la charte de La Havane pour l'agriculture et l'industrie.
Il n'y a pas 50 solutions. C'est pas un système où il n'y a aucun problème, mais c'est le moins mauvais des systèmes. Parce qu'il arrête la spéculation, il arrête d'enrichir une petite poignée de personnes qui globalement sont le secteur marchand, auquel appartenait d'ailleurs Serge Papin, parce que quand je vois Serge Papin, qui dernièrement s'oppose à l'arrivée du chinois, le groupe Shen à Paris, beaucoup de manifestations par rapport à ce groupe chinois. Mais Serge Papin, patron des U, qu'est-ce qu'il a fait, lui, quand il était patron des U? Il a fait comme Michel-Édouard Leclerc. Il fait la même politique que la FNSEA, l'agroalimentaire, nos coopératives, Bigard, Lactalis, LDC. Qu'est-ce qu'il a fait, Serge Papin, qui aujourd'hui est rentré au gouvernement? Eh bien, il mettait en compétition les paysans. Et à travers ces centrales d'achat, il allait au moins cher. Hein? Et il y a quelques jours, j'étais sur Paris et j'ai bien eu confirmation que depuis des années, des décennies, c'est le moins disant, c'est le moins cher qui l'emporte sur la viande achetée par ces centrales d'achat-là et vendue dans les restaurants dans toutes les grandes villes. Vous pouvez aller à Lyon, à Paris, à Marseille, vous demandez la provenance de la viande. Pologne, Irlande, mais très peu française. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là, les centrales d'achat et l'industrie agroalimentaire, via les plateformes, malheureusement, rattachées au syndicat FNSEA, c'est ces gens-là qui tirent le prix vers le bas pour eux conserver leur marge sur le dos des paysans. Voilà. Donc le Mercosur, c'est un clou de plus dans le cercueil des paysans. Mais les paysans étaient morts bien avant le Mercosur. La disparition des éleveurs, si on prend les chiffres depuis 1945, ils ont disparu, l'immense majorité, avant même qu'on entende parler de mouvements animalistes et écologistes. Il était disparu, les éleveurs. La grosse masse des agriculteurs était disparue avant. Donc c'est bien le modèle économique qui a détruit les paysans, et non pas le reste, et non pas les normes. Oui, les normes, il faut que ça soit les mêmes, c'est logique. Mais posez-vous la question, comment se fait-il que toutes les professions réglementées qui tournent autour des agriculteurs, ils sont nombreux, les gens qui vivent autour des agriculteurs, de l'agriculture, du secteur tertiaire en passant par la mécanique, les vendeurs, les commerçants et tout, eux, ils ne sont pas sur un produit intérieur brut mondialisé. Ils se sont protégés. Il y a des règles. Pourquoi pour l'agriculture? On a tout libéralisé. On a envoyé les agriculteurs au front. On a envoyé les petits soldats dans les tranchées sur une guerre mondiale contre des gens qui n'ont pas les mêmes armes que nous et qui n'ont pas le même climat. Pourquoi on a fait ça pour les agriculteurs et qu'on ne l'a pas fait pour le secteur marchand ou pour tous les autres? Pourquoi? Posez-vous la question. Et pour répondre et terminer à cet agriculteur-là, il a été trahi. Il ne le sait peut-être pas ou il ne s'est pas informé. Il est trahi par son propre syndicat, par les instances, bien sûr, FNSEA, mais européennes, COPA-COGECA, qui ont tracé une trajectoire moyen-long terme pour l'agriculture de demain. Et la trajectoire qu'ils ont tracée, ce n'est pas celle qui est demandée par les paysans. Parce que la trajectoire qu'ils ont tracée, c'est toujours se battre contre nous, bouffer la ferme du voisin, s'agrandir, essayer de tenir en s'agrandissant, en produisant plus, en s'endettant plus pour gagner moins. Voilà la réalité du schéma agricole. Donc Mercosur ou pas Mercosur, la situation se dégrade. Mais bien entendu que le Mercosur ne va pas l'améliorer. Mais ça va améliorer une chose, le Mercosur. Ça permet aux gens du secteur marchand qui veulent pénétrer le marché sud-américain de faire des échanges. Je pense à l'industrie. Il y a quelques secteurs d'activité qui vont être gagnants. Mais il y en a très peu qui vont être gagnants. Il y en a beaucoup qui vont être perdants. Et c'est aussi un appel terrible retenez bien ce que je vais vous dire, à la baisse des salaires pour la masse salariale qui travaille de près ou de loin pour l'agriculture ou pour l'agroalimentaire. Parce que vous le vouliez ou non, cette concurrence-là,
on ne peut pas tenir. Donc, globalement, les agriculteurs, certes, sont morts, sont en train de mourir, pour la plupart, mais il n'y a pas que les agriculteurs qui vont mourir. Il y a tout ce qui tourne autour des agriculteurs qui va mourir. Et une baisse des salaires ou un gel des salaires de tous les gens qui, de près ou de loin, travaillent autour du monde agricole. Je vous remercie, à bientôt.